Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une première vidéo sur cette chaîne. Pour cette première, et comme il s'agit d'une chaîne que j'aimerais littéraire et à contenu culturel, je me suis dit que le mieux, ça serait de me présenter par le biais de mes lectures. Alors concrètement, je lis un peu de tout, avec une grosse préférence pour la fiction, et en particulier la fantasy et la littérature de l'imaginaire en général, c'est ce que je préfère. Je lis aussi pas mal de classiques, j'aime beaucoup la littérature étrangère et anglaise notamment, avec un grand penchant pour celle du 18-19e, Jane Austen, tout ça, mais pas que. Et sinon, je lis aussi pas mal d'essais, un peu surtout parce que je suis curieuse, mais quand même avec une prédominance pour les essais sur le féminisme, l'antispécisme et l'écologie, parce que c'est des causes qui me touchent particulièrement et que je trouve très importantes. Mais bon, après, je lis aussi des essais sur beaucoup d'autres choses. Bref, c'est varié. Et on va commencer par le genre que je préfère, c'est-à-dire la fantasy. Et impossible de vous parler d'imaginaire sans vous parler de la saga qui a marqué, qui a façonné, que dis-je, qui a fait mon enfance. Bon, je pense que vous y attendez un peu. Je vais parler d'Harry Potter. Et oui, parce que impossible de commencer sans parler de cette saga, parce que pour moi ces livres, ça a été un vrai tournant dans ma façon d'aborder la lecture. J'ai lu le premier tome, j'avais 8 ans, mais je lisais déjà un peu avant. Mes parents m'avaient abonnée à l'école des loisirs, je sais pas si pour ceux qui connaissent, c'était vraiment cool. Mais je dirais que c'est à partir de ce moment-là que je me suis mis à lire des livres plus conséquents, si on peut dire ça comme ça, et surtout où j'avais du mal à m'arrêter de lire. Je pense que beaucoup se reconnaîtront, mais le soir avant d'aller me coucher, j'avais mon petit rituel où je lisais un petit peu, c'était un moment que j'aimais bien, et venait le moment où mes parents me disaient d'éteindre parce que le lendemain il y a école, et avec Harry Potter, impossible de m'arrêter, je faisais semblant 5 minutes avant de rallumer pour continuer à lire, j'arrivais vraiment pas à le lâcher quoi, et il m'arrivait régulièrement de m'endormir dessus parce que je le lâchais pas. Mais bref, cette découverte m'a surtout permis de développer mon amour pour la fantaisie et la littérature de l'imaginaire en général. Je pense que ça a été le cas pour beaucoup de gens, c'est pas un phénomène littéraire pour rien. Et mon amour pour cette saga est tellement incommensurable que je meurs évidemment d'envie de vous en faire une vidéo dédiée. Je vais essayer de faire un truc cool. Harry Potter pour moi c'est les livres parfaits pour faire découvrir le plaisir de la lecture à des enfants et à des adultes aussi. Dans mon entourage en tout cas ça a marché à chaque fois. Si vous avez jamais lu de fantasy, ça peut aussi être une super porte d'entrée je pense. J.K. Rowling elle a une très belle écriture, c'est vraiment brillant, c'est drôle, on se marre, il y a peu de livres où je ris tout haut comme ça. C'est sarcastique, c'est émouvant, on pleure, on a peur, on passe par toutes les émotions. Et surtout, ce que je trouve génial, c'est que le style évolue avec l'âge du personnage. Dans les premiers, on est vraiment dans la jeunesse. Le style est un peu enfantin, alors c'est extrêmement bien écrit, mais on sent qu'on s'adresse à des plus jeunes, mais dès le 3 et surtout le 4e tome, on bascule dans quelque chose qui est vraiment plus sombre. Elle a une façon d'écrire qui rend tout son univers très vivant, déjà parce que c'est extrêmement riche, mais comme c'est du merveilleux, c'est très ancré dans notre monde et ça rend tout très crédible. À tel point que moi d'ailleurs, j'attends toujours ma lettre de Poudlard. Donc techniquement j'ai plutôt l'âge d'être prof maintenant, mais je ne désespère pas. C'est un roman initiatique en fait, qui va reprendre des thèmes qui sont quand même universels. Je pense qu'on peut tous se retrouver un peu dans le personnage de Harry qui est quand même très attachant. Et puis les valeurs qui sont mises en avant sont très chouettes. Ça parle de tolérance, d'amitié, de dénonciation du racisme aussi, du refus d'une autorité qui peut être profondément injuste, de loyauté, enfin bref, il y a plein de thèmes. Je pense que ça peut même aider aussi à traverser des périodes difficiles comme le deuil par exemple, qui est assez bien abordé. Et je suis persuadée que ce genre de lecture peut vraiment aider les plus jeunes, et les moins jeunes toujours, à développer leur imaginaire. Et ça, je pense que ça peut que être bénéfique. Après évidemment, moi j'ai un attachement fort à cette saga parce que j'ai grandi en même temps que les personnages, donc évidemment. Et il y a aussi des trajectoires de personnages qui m'ont profondément marquée. Et je pense que certains d'entre eux m'ont accompagnée, m'accompagnent et m'accompagneront toujours, je pense. Voilà. Pour moi c'est vraiment ma lecture refuge. J'ai l'impression que rien peut m'arriver quand je lis ça. Je m'enfuis à Poudlard et on est bien. Et je suis super touchée de voir que cet amour pour cette saga se transmet. En partie évidemment parce que la génération Harry Potter a l'âge d'avoir des enfants maintenant, donc voilà. Mais c'est chouette de voir que ça plaît toujours autant. Voilà, ça c'était donc pour Harry Potter, ça a été ma première grosse découverte en imaginaire.
Et après quelques années, j'ai commencé à lire aussi des classiques et plus de littérature blanche, comme on l'appelle. Je me suis mis surtout à en lire quand je suis entrée au lycée, fin collège, début lycée. Alors évidemment, j'étais en filière littéraire, donc ça a eu une incidence, mais j'en lisais déjà un petit peu avant, et en tout cas, ça m'a donné envie d'en découvrir plus. Et donc, je vais vous présenter l'un de mes classiques préférés, et pas le moindre. Il s'agit du Comte de Monte Cristo, écrit par Alexandre Dumas, donc Dumas père. Donc moi je les ai aux éditions Pocket. Alors ne fuyez pas, je comprends que ça puisse en décourager ou faire peur à certains parce que oui, c'est des pavés. Les 2 volumes font respectivement 900 et 800 pages. Donc oui, il faut être motivé. Mais ça se fait en fait, et ça se fait même très bien en fait. Je pense qu'il ne faut pas forcément se faire une montagne de la taille d'un livre, tout dépend de la difficulté du texte. Après, si on n'a pas l'habitude des classiques, je peux comprendre que ça soit quelque chose d'intimidant. Mais franchement, ne passez pas à côté, ça serait dommage. Moi, j'ai trouvé ça génial. Ça se lit plus facilement qu'on le croit, parce que l'histoire est extrêmement prenante. Alors, de quoi ça parle déjà? On suit l'histoire d'Edmond Dantès, qui est un jeune marin un peu insouciant, à qui pour l'instant tout réussit, plutôt dans la vie, et qui est sur le point de se marier avec la femme qu'il aime. Mais il s'attire la jalousie de plusieurs hommes qui vont fomenter un complot contre lui, qui va conduire à son arrestation le jour même de son mariage. Il est arrêté et emprisonné malgré son innocence et pendant 14 longues années. Et ce qui est terrible, c'est qu'il ne sait absolument pas pourquoi il est emprisonné. Pendant sa captivité, il va faire la connaissance de son voisin de cellule qui va l'instruire, lui permettre de s'échapper et lui léguer une immense fortune. Et dès son évasion, Edmond Dantès va prendre l'identité du comte de Monte Cristo et jurer de se venger. Donc c'est une histoire de vengeance, donc moi j'adore déjà. C'est un topos narratif que j'aime beaucoup et qui est admirablement bien traité ici. C'est palpitant. Moi j'ai adoré le style, avec vraiment des parties très différentes où on va suivre Edmond Dantès, et en même temps des moments où on le retrouve dans d'autres chapitres, mais par le point de vue d'autres personnages, voilà, où on devine que c'est lui. Il y a beaucoup de mystères pendant tout le récit. Je me suis demandé sans jamais vraiment deviner comment il allait s'y prendre, ou comment il allait réagir à la rencontre avec certains personnages qu'il n'a pas vus depuis son emprisonnement, surtout sa rencontre avec Mercedes, donc, qui est la femme qu'il devait épouser. Il y a des passages qui sont très jouissifs. Le style est très beau aussi. J'ai vraiment aimé la plume. Il y a des tournures de phrases qui sont drôles, tout en subtilité, avec certaines métaphores qui sont bien trouvées. Bon, il y a quand même des petites réflexions, des tournures de phrases bien sexistes qui m'ont un peu sorti de ma lecture, mais hormis ça, c'est vraiment superbe. L'univers est très riche, on voyage, il y a une grande palette de personnages. D'ailleurs, la psychologie des personnages est très bien développée. Il y a des passages qui sont très poignants, surtout entre Valentine de Villefort et Maximilien Morel. Moi, je les ai trouvés très touchants, ces personnages. On passe par beaucoup d'émotions, c'est intriguant, il y a de l'amour, de la trahison, de la manipulation. Bref, c'est haletant, on ne s'ennuie jamais. Selon moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, je vous le recommande. C'est à lire au moins une fois dans sa vie, à mon sens. J'ai vu l'adaptation au cinéma après. J'ai beaucoup aimé, c'est très bien réalisé, c'est superbement interprété. J'ai beaucoup aimé la musique aussi, mais j'ai quand même été très frustrée parce que, évidemment, je me doutais bien que c'était impossible d'adapter le livre parfaitement dans un film de 3 heures. Enfin voilà, c'est des pavés quoi, mais il y a beaucoup trop d'éléments dans le bouquin. Mais là, il manque carrément des personnages hyper importants. Concrètement, le personnage de Valentine et de Maximilien dont je parlais, ils sont absents. Et une partie de l'intrigue qui, à mon sens, renforcerait vraiment la puissance de certains dénouements. Et puis il y a des fins qui sont même différentes pour certains personnages. Donc frustrée, mais c'est un excellent film, c'est sûr. Et ça fait du bien de voir des films français comme ça. Je fais n'importe quoi avec mes bras. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé du livre ou même du film si vous l'avez vu, ou des deux, voilà, ça m'intéresse. Ensuite, pour le 3e livre, on va aller en Angleterre. Comme je vous l'ai dit, j'adore la littérature anglaise et en particulier les auteurs du 18-19e. J'aime beaucoup cette période-là. Alors évidemment, la logique voudrait que je vous parle de l'une de mes autrices anglaises préférées, qui n'est autre que Jane Austen, quelle surprise. Mais il faudra se montrer patient parce que, comme pour Harry Potter, les romans de Jane Austen sont vraiment très importants pour moi, ils m'ont marqué. J'ai commencé à les lire, je crois que j'étais en 3e au collège, quelque chose comme ça.
Et j'aimerais vraiment les mettre à l'honneur en lui dédiant une vidéo en fait, dans laquelle je parlerai aussi des adaptations qui sont très très chères à mon cœur parce que voir Alan Rickman en Colonel Brandon, ça fait partie des beaux moments de la vie quand même, il faut le dire. Donc voilà, moi je les revois une fois par an, c'est mon petit plaisir à moi, ça me fait du bien. Comme les Harry Potter d'ailleurs, je me rends compte en fait qu'il y a très peu d'œuvres comme ça que j'aime relire ou revoir. C'est assez rare. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des œuvres refuges comme ça, je serais curieuse de savoir lesquelles. Bref, aujourd'hui je vais plutôt vous parler d'une autrice qui à mon sens est un peu moins citée que Jane Austen et qui pourtant le mériterait amplement, et d'un livre qui est pour moi un petit bijou comme on n'en trouve que trop rarement. Il s'agit de Nord et Sud d'Elisabeth Gaskell, édité donc chez Point. J'ai beaucoup d'affection pour les deux personnages principaux de cette histoire. Je pense que si vous aimez la rencontre et la relation un peu houleuse entre Monsieur Darcy et Elizabeth Bennet, je pense que vous avez de grandes chances d'aimer cet ouvrage. Pour moi, c'est un peu comme un Orgueil et Préjugés, mais avec une analyse très poussée sur le monde du travail de l'époque, et en particulier des rapports entre le monde ouvrier et le patronat. C'est vraiment une fresque sociale qui va analyser les débuts de la révolution industrielle du 19e. C'est l'histoire d'une jeune femme, Margaret Hale, qui vit dans un village rural du sud de l'Angleterre avec sa famille, où elle vit une vie plutôt paisible. Son père, lui, il est pasteur, et il va avoir une crise de conscience qui va le pousser en fait à quitter l'église. Et suite à ce choix, il va décider d'aller vivre, en emmenant sa famille avec lui, à Milton, une ville industrielle du nord de l'Angleterre. Margaret, elle va énormément souffrir de ce déracinement parce qu'elle adore son village natal. Pour elle, c'est vraiment le paradis sur terre, quoi. Et là, elle se retrouve dans une ville en pleine révolution industrielle, avec pour paysage les usines, la pollution, bref, c'est l'enfer. Et donc, elle va essayer de s'adapter à sa nouvelle vie. Et elle va être témoin là-bas de la lutte des classes qui existe entre justement les ouvriers et les patrons. Et c'est ce qui va lui permettre aussi d'éveiller sa conscience sociale. Elle va faire aussi la connaissance là-bas de John Thornton, qui est un propriétaire d'une filature de coton, et avec qui elle va avoir des rapports plutôt difficiles, c'est le cas de le dire. Alors le livre, il parle évidemment de l'histoire d'amour qui va naître entre ces deux personnages, mais c'est pas non plus le cœur du roman. Ce livre-là, il s'inscrit dans le genre du roman social, et plus particulièrement du roman industriel. Il y a vraiment une réflexion économique et sociale qui est très fouillée, en plus de cette histoire d'amour qui va se tisser au fur et à mesure de l'intrigue. Et c'est ce qui donne pour moi, à mon sens, une vraie profondeur à ce roman. Alors évidemment, il y a énormément de choses à dire sur ce livre. Donc je vais essayer de faire au mieux, de ne pas être trop longue, mais je pense déjà que cette vidéo va être beaucoup trop longue, mais c'est pas grave. Comme je l'ai dit, Nord et Sud, c'est pas qu'une histoire d'amour. Le titre du livre déjà résume tout. Nord et Sud, c'est une opposition entre le Nord, industrialisé, qui va être brutal et cruel, et le Sud qui est quand même un peu idéalisé, mais qui va être plus rural et aussi conservateur. L'opposition, elle se fait non seulement dans les lieux, mais elle est aussi incarnée par les personnages principaux qui ont chacun une vision de la vie qui s'entrechoque en fait. Et déjà pour moi, le point fort de ce récit, c'est Margaret, clairement. J'ai une grande admiration pour ce personnage. Elle est impressionnante, ça fait du bien d'avoir des personnages féminins comme ça. Déjà, j'ai aimé le fait qu'elle ne soit pas écrite comme étant d'une beauté incroyable. Elle ne respecte pas forcément les canons de l'époque et surtout elle a un aspect qui peut passer comme... elle peut paraître comme étant un peu méprisante, voire hautaine, parce qu'en fait elle a un comportement assez réservé, alors qu'en fait elle est surtout très digne en fait. C'est un personnage qui est intelligent, elle fait preuve d'une grande volonté, de courage aussi, et surtout, et c'est le point commun qu'elle a avec John Thornton, et c'est ce pourquoi j'ai un grand amour pour ces deux personnages, c'est qu'ils vont avoir tous les deux une très grande force morale, des valeurs morales dont ils veulent absolument pas se détourner, et une grande honnêteté intellectuelle. Margaret, elle va endurer des épreuves très difficiles dans ce roman, et elle va y faire face avec un grand courage. Moi perso, si je vivais la moitié de ce qu'elle vit là, je serais en PLS dans un coin, mais elle non. Elle y fait face, vraiment, elle en impose quoi. En ce qui concerne John,
son charme ne va pas opérer tout de suite, c'est le cas de le dire. Elle le méprise. Concrètement, elle le méprise, faut le dire. Et surtout, elle méprise en fait ce qu'il représente. Et au début, moi j'étais vraiment comme Margaret. Parce que John, c'est un personnage qui est issu d'un milieu modeste au départ. Il perd son père assez tôt et il est élevé par sa mère, avec une sœur qui est assez insupportable d'ailleurs. Et il a quitté l'école assez tôt pour aller travailler. Et il a réussi à devenir propriétaire et patron d'une filature de coton. Donc lui en fait, il estime que quand on veut s'en sortir avec un peu de volonté, c'est possible. Le fameux discours en gros de quand on veut on peut, c'est John. Donc c'est un enfer ce mec. Ce que j'ai aimé chez lui, parce que quand même c'est un bon, déjà j'ai trouvé que c'était pas un cliché. C'est un personnage qui est quand même assez complexe. D'ailleurs tous les personnages d'Elisabeth Gaskell le sont. Elle a un vrai talent pour développer la psychologie de ses personnages. Alors au départ, John il paraît rustre, c'est un homme d'affaires qui paraît dur au premier abord, choquant dans ses propos, mais qui a une grande force morale, comme je le disais. Mais c'est aussi quelqu'un de généreux et de sensible. Et ça, on s'en rend compte, surtout dans sa relation qu'il a avec sa mère notamment. Et j'aime beaucoup l'évolution qu'il va y avoir dans la relation entre Margaret et John. Moi, je la trouve très belle parce que ils vont vraiment évoluer au contact l'un de l'autre. C'est un choc des points de vue, ils vont confronter leur vision des choses. Surtout qu'ils sont tous les deux très fiers. Ils tiennent vraiment à rester dignes face à l'autre, donc ça donne des scènes assez croustillantes, je trouve. Ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir comment Margaret va éveiller sa conscience sociale en étant témoin de la misère et de la souffrance qu'elle va voir dans cette ville, de certains habitants, et grâce notamment aux amitiés qu'elle va développer avec l'un des ouvriers qui travaille pour Thornton, qui s'appelle Higgins, et sa fille Bessie. J'ai beaucoup aimé l'approche et l'analyse de l'autrice parce que faut savoir qu'en fait Elisabeth Gaskell, elle a vécu la même chose que son personnage. Elle était fille de pasteur et en se mariant, elle a été obligée de quitter sa province natale pour aller vivre à Manchester, je crois, où elle a été témoin de la misère de cette région industrielle, et je trouve qu'on sent quoi. On sent qu'elle sait de quoi elle parle. Et elle aborde avec une grande sensibilité, une grande subtilité et surtout sans manichéisme, et c'est ça qui m'a plu aussi. Les mécaniques de pouvoir avec le fonctionnement du syndicat, les mouvements de grève, le comportement de certains patrons. Et elle aborde aussi le rapport à l'autorité, avec des personnages qui vont se rebeller face à l'injustice, avec par exemple le cas justement du père de Margaret qui va rompre avec l'église. Moi j'ai trouvé que son conflit intérieur était intéressant. Et elle décrit bien aussi la classe ouvrière de son époque. La pauvreté extrême de certains, les souffrances, les conditions et la santé au travail aussi. Là, on est vraiment loin de la gentry de Jane Austen. Et surtout, j'ai aimé la plume. Le style est très beau, en tout cas moi ça m'a plu. Elle a une façon de décrire les sentiments, les situations, la psychologie des personnages. C'est très fouillé, c'est très fin je trouve. C'est pas niais, je déteste ce qui est mièvre. Là c'est incisif, c'est dur, c'est drôle aussi parfois. Je vais m'arrêter là parce que je pense que vous l'aurez compris, mais je pourrais parler de ce livre pendant des heures. Je vous recommande chaudement cette lecture. Il y a une adaptation qui a été faite, que j'ai ici. Alors ça a été fait il y a un bout de temps, hein. Ça a été fait par la BBC. Je vous recommande de la voir aussi si vous le pouvez, si ça vous intéresse. C'est là-dedans que j'ai découvert Richard Armitage, qui est parfait en John Thornton, je dois dire. Je vais lire d'autres livres d'Elisabeth Gaskell et je pense que je ferai une vidéo dédiée à cette autrice parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur sa vie aussi. Et aussi parce que elle a rien à envier à Jane Austen, que je trouve ça dommage qu'on parle pas assez de son œuvre. Donc voilà. Pour finir, je vais quand même brièvement, je sais pas si je sais faire ça, vous expliquer vite fait quand même pourquoi je veux créer cette chaîne, et ce que j'aimerais y faire. Déjà, pourquoi cette chaîne ? Eh bien tout simplement parce que j'ai vraiment envie de partager des découvertes culturelles et en particulier littéraires que je peux faire, au lieu de tout garder pour moi. Et aussi parce qu'il y a des sujets qui me semblent importants d'aborder et que les livres sont un très bon moyen de le faire. Je sais pas si parmi vous il y en a qui font ça aussi, mais moi depuis quelques années j'ai des carnets, des petits carnets où je consigne tout ce que je lis, tout ce que je vois, où voilà, j'écris mon avis, ça me permet de prendre du recul, d'analyser un peu tout ça. Mais à un moment vient la question, à quoi ça sert si je garde ça juste pour moi ? Parce que c'est génial d'approfondir ces cultures pour soi-même. Pour moi c'est l'un des buts de la vie, s'il y en a un, d'en apprendre plus sur le monde dans lequel on vit, de mieux le comprendre, tout ça. Mais au bout d'un moment, je ressens comme une envie un peu de partage, quoi, de plus de partage, un peu comme quand on va au cinéma seul.
et ben au bout d'un moment on a aussi envie de partager ce qu'on vient de voir avec d'autres. Alors bien évidemment j'échange déjà beaucoup avec mes proches, mais je pense que le fait de consommer beaucoup de contenu YouTube, d'avoir aussi déjà une chaîne YouTube qui n'a rien à voir d'ailleurs, c'est une chaîne où avec mon compagnon on fait de la vulgarisation en réalisant des courts documentaires animaliers. Si ça vous intéresse, ça s'appelle La Chronique du Vivant. Bref, je pense que tout ça, ça me donne envie de partager ça sur YouTube parce que je trouve que ça permet d'avoir un échange différent que j'aime énormément. Et donc j'ai eu envie de créer une chaîne à contenu culturel. Au départ, je voulais juste parler de livres parce que c'est la grande passion de ma vie, mais je m'intéresse à plein d'autres choses en fait. Je suis aussi cinéphile, j'ai fait des études de cinéma, j'ai un amour incommensurable pour la musique. Je sais pas pour vous, mais moi il y a rarement un moment chez moi où il n'y en a pas. Pour moi, s'il devait rester qu'un seul art, je pense que ça serait celui-là, donc je pourrais absolument pas me passer. Et donc, comme j'ai aussi envie de vous parler de tout ça, je vais essayer de faire 2 vidéos par mois. Je vais essayer. Une vidéo exclusivement littéraire, un peu comme celle-là, où je vous présenterai des livres. Et à chaque fin de mois, un bilan culturel qui me permettra de vous parler de mes découvertes ou de mes redécouvertes du moment, que ce soit des films, des séries, des podcasts, des jeux vidéo, parce que j'aime aussi beaucoup les jeux vidéo. Bref, plein de choses pour partager tout ça avec vous et qu'on puisse créer ensemble, dans les commentaires, un lieu d'échange avec nos recommandations. Ça me plairait beaucoup que cette chaîne soit un lieu pour parler de tout ça. Donc, je compte sur vous. Voilà, maintenant promis, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche comme on dit, et partager la vidéo si vous voulez me soutenir. Et je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un premier bilan culturel.